Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Émeric. Alors je suis ravi de te recevoir, c'est toi qui nous reçois aujourd'hui, pour nous parler du cluster et surtout de ton engagement pour les femmes dans notre second volet de notre série On se dit tout, qui a été initiée récemment avec Frédéric Moncani. Alors tout d'abord, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et lecteurs? Très bien, merci aussi de me proposer On se dit tout, cette interview, ici effectivement à Euromaritime, sur le stand du cluster. Alors moi je suis la directrice adjointe du cluster depuis 2007. Oui, donc quasiment depuis le début. Depuis le début, un an après en fait la création du cluster, qui comme vous le savez avait été créé par Francis Vallat et qui maintenant est présidé depuis 2016 par Frédéric Moncani de Saint-Aignan. Donc moi je suis la directrice adjointe. Alors en termes de responsabilités, pour ma part, elles sont assez larges et variées. J'ai en charge la gestion administrative et financière du cluster. Il y a 470 entités membres à gérer tout au long de l'année. Et puis dans mes responsabilités, je contribue à l'animation du réseau des membres, à la communication, à l'organisation des événements, à l'organisation de groupes synergie, des groupes de travail, différents groupes de travail dont on parlera si vous voulez, et puis notamment le sujet de l'international, du développement du cluster international pour accompagner et renforcer la visibilité des entreprises françaises sur différents marchés, donc Singapour, la Grèce. D'accord. Voilà. Alors, tu nous parlais de 470 membres. Oui. Il n'y a pas que des armateurs là-dedans. Exactement, voilà, tu fais bien de le souligner. Les armateurs, ils ont une fédération, une association qui s'appelle les Armateurs de France, que vous connaissez évidemment. Et les armateurs de France, les compagnies maritimes sont membres du cluster, mais il y a également les ports, donc tous les grands ports maritimes ou les ports de plaisance. Donc tout ce qui gravite autour du maritime. Tout ce qui va graviter autour du maritime, des ports, tout ce qui va être industrie navale. Oui. Tu vois, on va avoir le GICAN, on va aussi avoir les énergies marines renouvelables avec le syndicat des énergies renouvelables, France Énergie et éoliennes. On va avoir les industries, c'est-à-dire les énergéticiens, mais on va avoir les équipementiers et on va avoir tous les services liés à ces activités maritimes. Donc quand j'entends service, c'est aussi, on pense aux assureurs, aux banquiers, aux courtiers d'assurance, aux cabinets d'avocats. Voilà, ceux qui sont spécialisés dans le domaine maritime en fait. Pour aller plus loin aussi, c'est l'industrie nautique. D'accord. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux officiers de la marine marchande? Parce que Armateurs de France, on connaît bien. Maintenant, le cluster, certains peuvent dire que c'est à peu près la même chose. En plus, vous êtes à la même adresse. Alors, on est à la même adresse, certes. On travaille très étroitement ensemble avec l'équipe d'Armateurs de France. En fait, nous, on est une ouverture sur tout le monde maritime. Et le cluster a été créé justement pour promouvoir cette économie maritime et ses acteurs. Et pour faire en sorte que tous ces acteurs se parlent sur des thématiques communes, sur des enjeux, évidemment, aujourd'hui ils sont nombreux. Donc depuis 2006, on travaille en groupe synergie. Donc viennent autour de la table les membres du cluster qui veulent apporter leur vision, leur expertise, et puis ensemble on essaye d'avancer sur des sujets, régler des sujets, voilà. Donc ça c'est vraiment l'esprit du cluster depuis toujours. D'accord. Voilà, d'accord. Tu parlais d'enjeux. Récemment, sur le dernier quinquennat, on a eu un ministère de l'égalité femmes-hommes. Parallèlement, tu es très engagé pour la promotion des métiers du maritime pour les femmes. Tu peux nous parler un petit peu de la présidence de Vista et de cette organisation Vista? Tout à fait. Alors effectivement, donc, quand même, je situe mon premier métier, activité, tu l'as dit, c'est le cluster. Hein, je suis, mon employeur, c'est le cluster maritime français, voilà. Et parallèlement à ça, j'ai des activités de bénévole et donc j'ai des responsabilités en tant que présidente de Vista France. J'ai d'autres aussi responsabilités en tant que bénévole. Tout ça est complémentaire, je dirais, et apporte et nourrit, je dirais, mes travaux, mes réflexions aussi pour le cluster. Tout est fait en fait vraiment dans le même sens. Donc c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. Et pour venir à Vista, en fait, donc je suis présidente depuis plusieurs années de Vista. Ça fait très longtemps que je suis membre de cette association. Qui est une organisation internationale. Qui est internationale et qui, à ma connaissance d'ailleurs,
est le plus grand des réseaux internationaux dans le domaine maritime. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 50 associations nationales qui existent dans le monde. Donc moi, je préside l'association française. D'accord. 4000 femmes dans le monde. Nous, on représente à peu près 150 femmes. Alors, ce sont des femmes à poste à responsabilité. Hein. D'accord. Et on représente la diversité des activités et des secteurs. C'est-à-dire que j'ai à la fois des navigantes, des anciennes navigantes qui ont adhéré. J'ai des représentantes et des directrices de port. Voilà. D'accord. J'ai dans l'industrie navale aussi des représentants d'associations ou d'entreprises du naval. J'ai la conchiliculture, tu vois. Donc quelque part, des femmes qui pourraient être membres du cluster via leur entreprise. Alors, enfin, bien souvent, évidemment, elles ont évidemment une responsabilité au sein d'une entreprise qui est membre du cluster. Voilà. D'accord. Et c'est effectivement, du coup, là, on est là pour refléter la place des femmes dans le secteur maritime, pour les rassembler et pour organiser avec elles et pour elles je dirais aussi des rencontres. Hein, des rencontres thématiques, des rencontres aussi où il y a de la convivialité et des rencontres aussi qui leur permettent d'étendre leur réseau, d'accord, de faire du business. Hein, on est là aussi, c'est bien convivialité, ça sert aussi à nos intérêts, je dirais, professionnels. On peut venir trouver justement un nouveau fournisseur de services, d'équipements, un prestataire, un partenaire. Voilà, c'est comme ça, on gère, ça reste un réseau professionnel. Voilà. Et l'intérêt de ce réseau aussi, c'est que maintenant il est étendu, je dirais, donc c'est Paris, mais c'est toutes les grandes villes portuaires. Et on a des antennes aussi très actives. Je pense à celle du Havre, à celle de Marseille aussi. On les a rencontrées cette semaine, évidemment, puisqu'on est sur place. Mais Nantes-Saint-Nazaire, Brest, et tout ça. Donc, d'accord. Et il y a un appétit, en fait. Il y a une envie de la part des femmes, des membres, de se réunir aussi souvent que possible. Alors, voilà. Et donc c'est réservé aux femmes? Alors, pour être membre, effectivement, il faut être femme, à poste à responsabilité, il faut passer par le bureau. Hein. Moi, je ne suis pas toute seule à gérer l'association. Et il y a effectivement, voilà, on est 5 à gérer l'association. Et tout ça avec, je dirais, le réseau international, qui a quand même un poste, je dirais, un statut de membre observateur à l'OMI, hein, depuis 2018. Donc, Vista dans le monde, ça compte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, dans le quotidien des femmes, la marine marchande, et à juste titre, a une image de milieu d'hommes. C'est des fois un milieu qu'on a vu relativement fermé. Ça a beaucoup changé. Malgré tout, les codes n'ayant pas vraiment changé, c'est un règlement qui est profondément égalitaire. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive aujourd'hui dans le maritime, embarquée je parle, elle va être rémunérée en fonction de son brevet, de son ancienneté, au même titre qu'un homme. Donc là, on n'a pas de salaire, on n'a pas vraiment de différence de traitement entre un homme et une femme. Alors quand on entend certaines choses dans des discours des fois politiques ou des ambitions, on parle d'instaurer des quotas ou on parle des fois de parité. Est-ce que justement instaurer des quotas ou une parité dans un métier qui naturellement n'ouvrait pas forcément ses portes aux femmes, mais qui s'y est ouvert et qui laisse la possibilité totale aux femmes d'y entrer et d'y faire de très belles carrières, est-ce que ce serait pas contre-productif? Alors, effectivement, c'est compliqué à gérer dans un milieu effectivement à dominante masculine de faire entrer des femmes. Ouais. Il y a une question de culture. Et dans la société française, effectivement, les métiers du maritime sont aussi, pour y aller, il faut y rentrer par des écoles. Des écoles qui, effectivement, c'est des métiers scientifiques, c'est des métiers techniques. Et ça, c'est considéré... Donc c'était sur concours, voilà. Donc a priori, déjà, on a une égalité à l'entrée. On a une égalité à l'entrée. Mais en fait, c'est avant d'y entrer, il faut avoir envie d'y entrer. On est bien d'accord. Et là, en fait, on va toucher au sujet de l'attractivité du métier, de ces métiers maritimes. Donc, et ça, c'est un enjeu du cluster maritime français. Voilà. De faire la promotion. De faire la promotion des activités maritimes et des métiers. D'accord. Alors des choses concrètes, par exemple, de la vie à bord Alors, on ne va pas forcément nous regarder de façon aussi pointue comment ça se passe à bord. Je dirais que ça c'est le sujet des compagnies maritimes. Voilà. Après, on va dans ce sujet d'attractivité, c'est
la question qui s'est posée, et parce que donc j'anime aussi ce groupe Synergie Cap sur l'égalité professionnelle, les entreprises ont besoin d'être accompagnées d'outils. On a créé ce groupe Synergie pour être une boîte à outils. Oui. Et sur ce sujet d'attractivité, il y a eu en fait un souhait, il y a une demande des entreprises de les accompagner effectivement à rendre leur métier plus attractif. Donc, concernant les jeunes filles, on a organisé depuis 2018 un événement pour toucher en fait des collégiennes, donc dès le collège, les lycéennes et les étudiantes. C'est ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps avec Elle Bouge. Voilà, avec Elle Bouge. On est partenaire d'Elle Bouge depuis 2018 et on a créé un événement qui s'appelle les Ailes de l'Océan. D'accord. Alors auparavant, d'ailleurs, il y avait eu 2 événements au salon nautique. Oui. On faisait venir notamment là, des collégiennes, des lycéennes plutôt parisiennes, on va dire, ou franciliennes, sur le salon nautique, en leur faisant découvrir les métiers du nautisme, en allant, tu vois, d'un stand à l'autre le matin, et puis l'après-midi, dans le programme, il y avait une tribune et on donnait la parole à des femmes qui représentaient toutes les activités maritimes et dont celles des compagnies maritimes. Donc ouverture, faire venir à nous ces jeunes filles sur des salons professionnels, oui. C'est parfait, et ouvrir leur horizon. Et puis ensuite on s'est dit on va être encore plus ambitieuse, on va faire un événement plus important et plus national. Donc d'où cet événement Les Ailes de l'Océan, qu'on a voulu rattacher à la journée mondiale des océans qui se tient tous les ans le 8 juin. Donc en 2018, on a eu un très bel événement, on a touché des centaines de jeunes filles. On avait eu à la fois une conférence à l'Assemblée nationale et Sophie Panonac, la députée que vous connaissez, oui, nous avait soutenue. Qui est très active. Très active hein, sur les questions maritimes et sur les questions aussi d'égalité professionnelle. Oui, parce qu'elle a initié la team maritime à l'Assemblée nationale. Exactement. Et donc du coup, on avait à la fois eu une conférence et 17 visites de sites partout sur le littoral. D'accord. 2020 est arrivé, donc on a fait visite de sites. Des sites portuaires. D'accord. Des sites bases navales, navires militaires. Donc vraiment pour faire découvrir l'environnement maritime oui. Et pas forcément les métiers du bord, mais les métiers du maritime. Du maritime au sens large. Au sens large. C'est-à-dire qu'il faut, avant que les jeunes filles se disent tiens j'aimerais bien embarquer, il faut déjà leur faire découvrir le bateau, le port, si tu veux, c'est tout un environnement en fait. Hein. Donc c'est de cette manière-là qu'on aborde le sujet. On a fait des vidéos aussi, des portraits de femmes, pour qu'elles témoignent de leur parcours, de leur métier. Souvent, on constate de toute façon, le point commun, c'est des métiers de passion, des métiers d'engagement, des métiers de valeur. Hommes et femmes savent très bien parler de ces métiers et c'est important que les jeunes filles voient aussi des femmes en parler parce qu'elles peuvent se projeter aussi. Et pour nous, ce sont à ce moment-là des femmes dites rôle modèles qui donnent envie à ce moment-là et qui moi, je me mets à la place d'une jeune fille, je me dis, si j'avais peut-être su à 15 ans qu'il était possible de faire ces métiers-là, ça m'aurait certainement donné envie d'y aller. En fait. Justement, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, les ENMM, qui sont devenus NCM, recrutaient un peu moins de 5% de filles à l'école. Aujourd'hui, on arrive à 20-30%. Alors, est-ce que l'objectif serait atteint ? Est-ce que vous attendez encore plus ? Quel est le réel objectif ? Une parité totale ou une vraie attractivité qui permettrait une mixité totale ? Alors, moi je pense qu'il faut effectivement, il y a du progrès. On le voit effectivement donc avec les chiffres de l'ENSM qui sont autour de entre 30% maintenant effectivement de taux de féminisation à l'entrée de l'école. Je ramène ça aussi au fait, par exemple, l'Observatoire Cap sur l'égalité professionnelle du cluster, on est quand même autour de 24% de taux de féminisation. Ça progresse depuis plusieurs années. Il faut progresser encore. C'est-à-dire que c'est bien, on constate qu'il y a des progrès, que ça évolue, mais est-ce que ça va durer ? Déjà, la question que je me pose, est-ce que ça va durer ? Oui, parce qu'en fait, les jeunes filles qui viennent d'être recrutées, il faut maintenant qu'elles transforment. Il faut qu'elles finissent leur cursus. Exactement, et que quelque part, elles redonnent envie à d'autres de les suivre. Exactement. Donc, j'espère qu'elles finiront leur cursus, qu'elles iront jusqu'au bout de leurs études, et qu'ensuite, effectivement, elles seront aussi, d'une certaine manière, des ambassadrices pour l'école et qu'elles donnent envie à d'autres, à des jeunes filles, d'y aller. Et ensuite,
En fait, je pense qu'il faut essayer effectivement d'accélérer la féminisation du secteur maritime. Et sur la question des quotas, même si effectivement on n'est pas toujours à l'aise avec cette histoire de quotas, bon, moi je me suis posé la question effectivement, quota, pas quota. En fait, je pense qu'à un moment donné, si on veut accélérer cette féminisation, on ne peut pas attendre, on ne peut plus attendre. Et donc, à un moment donné, il vaut mieux instaurer des règles qui forcent un peu, et qui forcent même, voire beaucoup, à recruter à ce moment-là des jeunes filles. Parce qu'il faut amorcer la pompe, tu vois, pour qu'il y ait un appel, tu vois, et à ce moment-là, et aller chercher des femmes compétentes. Il ne s'agit pas de dire on va prendre des femmes pour prendre des femmes. Il s'agit d'aller chercher des compétences. Et pour moi, il y a un intérêt de la part des compagnies maritimes, en l'occurrence, à aller recruter et élargir le vivier. Et le vivier, on représente la moitié de la population du monde. Donc, pourquoi se priver de ces talents? Donc allons chercher, les compagnies peuvent aller chercher ces talents-là. Ils veulent des personnes formées à l'école, des écoles françaises, bien formées. Je ne vois pas où est le problème, pourquoi les femmes n'y viendraient pas. Donc c'est surtout comment on fait, on revient sur le sujet, comment on fait pour les faire venir à l'école, comment on les garde, comment quand elles sortent de l'école, on leur ouvre des carrières intéressantes, adaptées aussi aux différentes périodes de la vie. Aujourd'hui, on a quand même des femmes à des postes de responsabilité, même à bord, qui arrivent au commandement, qui arrivent à chef mécanicien. Exactement. Et pour autant, elles y sont arrivées sans quota. Et justement, par leur propre travail. Est-ce que ces quotas-là ne risquent pas de mettre un peu de discrimination ou d'inégalité entre collègues? Puisqu'en fait, la marine marchande parle d'officiers. On ne parle pas d'officier femme ou d'officier homme, on parle d'officier. Bien sûr. Non, moi je pense que ça va juste permettre d'amorcer la pompe. D'accord. Donc quelque part, c'est quelque chose qui est mis en place de manière temporaire. C'est une façon d'accompagner le changement. Le changement, voilà, il faut parfois forcer le changement en fait, sinon les choses sont trop lentes. Justement, tu parles de ça. En parlant de changement, il y a 20, 30 ans, pareil, les jeunes femmes n'accédaient quasiment pas aux embarquements au long cours, par peur, par discrimination, par facilité des fois, parce que ça pouvait engendrer des tensions à bord ou même pour leur sécurité. Est-ce que justement il n'y aurait pas des choses à changer? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à améliorer sur les bords ou dans la mentalité des compagnies maritimes, ou peut-être des aménagements à effectuer pour leur faciliter cet accès-là? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. La quasi-totalité des femmes, si elles veulent accéder à ces postes, elles les ont. Mais il y a quand même ce problème-là qui demeure. Oui, je pense que c'est une question importante et il faut que les compagnies, en fait, à mon avis, prennent en compte effectivement, évidemment, c'était ce sujet d'égalité homme-femme, le traitement à bord aussi de l'égalité homme-femme, et assurer le mieux possible, des conditions de travail qui permettent aux hommes et aux femmes de s'y retrouver, tu vois, de mener une vie à bord le plus confortable possible en fait. Alors ça pourrait passer par des aménagements en port d'embarquement, en temps de navigation Ça, je dirais, j'ai pas de solution à apporter. Je pense que c'est surtout qu'il faut... Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut se poser la question aussi. Les jeunes, quelles sont les contraintes que les jeunes qui rentrent dans les compagnies, justement, sont prêts à supporter, à vivre, en fait. Comme on a vu hier avec la jeune élève, il y a quand même des choses, elle était très bien constituée, elle avait du répondant, et pour autant, elle s'était fait embêter, et elle n'avait pas forcément... Voilà. Bon, après, voilà, toute la boîte à outils, en tout cas, pour se défendre. Est-ce que peut-être des commissions de harcèlement ou de bonne conduite à bord ou des fiches pratiques, est-ce que ce serait peut-être envisageable ou quelque chose Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'effectivement, je sais qu'il y a certaines compagnies qui sur le sujet, qui avancent. Et tant mieux. Et c'est notamment les compagnies qui ont des femmes. Qui ont des femmes. Mais souvent, le problème, il arrive sur des compagnies où il y en a très peu, et puis elle arrive, et le problème arrive. Alors, je dirais que celle où c'est pas son arrivée qui fait le problème. Hein, non, justement, mais plus on en aura, et je pense plus ça sera peut-être aussi plus simple pour la compagnie de traiter, parce que là, il y a de fait,
peut-être que les hommes à bord, en voyant plus de femmes, vont devoir s'adapter eux-mêmes dans leur comportement. Et majoritairement, je préfère dire aussi que la plupart se comportent très bien quand même. Faut pas l'oublier. Et je vois quand même que dans mon entourage, l'école a permis à des jeunes hommes et des jeunes filles de se rencontrer, de se marier, de faire des enfants. J'ai le cas de figure quand même, donc les choses se passent globalement bien. Donc ça c'est voilà. Mais dans le cas où effectivement il peut y avoir des comportements, je dirais, sexistes ou de violence et tout ça, ça c'est anormal. Ça on ne doit pas le tolérer. Personne ne doit le tolérer à bord en fait. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir le dire, effectivement. Et donc, il faut pouvoir avoir, je pense, effectivement, quelqu'un qui va recueillir cette parole. Donc un référent. Un référent, ça peut être une solution. Je sais que Brittany Ferry a mis en place des référents depuis plusieurs années. Je trouve que ce serait opportun de le généraliser. De généraliser à toutes les compagnies maritimes. Moi, je pense que c'est une solution qui apporte aussi là un outil, une réponse en fait, tant du côté de la compagnie maritime que des marins. Et les marins, que ce soit des hommes et des femmes, je pense que ça peut les rassurer Parce aussi. que là, actuellement, on parle des femmes, mais les jeunes hommes, les hommes à bord, il peut y avoir la également... plupart se comportent très très bien. Et je pense qu'ils doivent être gênés s'il y en a un, je dirais, qui a un comportement qui n'est pas normal et qui les gêne. De savoir qu'il peut y avoir aussi quand même une cellule qui peut recueillir cette parole à un moment donné. Si on l'utilise, cette cellule, tant mieux, ça veut dire qu'il ne se passe rien, ou alors il faut se poser des questions. Mais en tout cas, la généraliser me paraît une solution intéressante à explorer en tout cas. Alors on parle des jeunes hommes également, et il y a un point commun avec les femmes, passé la trentaine, il y a obligatoirement une contrainte, enfin pas obligatoirement, mais il y a généralement une contrainte familiale ou un désir de construire quelque chose de plus pérenne à terre. Est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer, ou est-ce que Vista a des pistes pour améliorer les conditions d'embarquement ou les modes de travail à bord, ou pour essayer d'attirer plus et surtout peut-être de retenir les jeunes officiers? Vista ne se positionne pas en disant on a des solutions toutes prêtes. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il faut, et tu as raison de le dire, vers 30 ans, qu'on soit employé dans une compagnie maritime ou dans une industrie, une entreprise, la question un jour vient j'ai envie de fonder une famille, je suis en couple, pas en couple, en tout cas, je commence à y réfléchir très sérieusement. Mais à un moment donné, les choses viennent. Effectivement, la vie, à la fois en couple, demande à ce moment-là quand même du temps, et la vie de famille avec des enfants, encore plus de temps et d'énergie et de responsabilité pour les hommes et pour les femmes. Donc ce qui est important, c'est déjà que le couple, la famille soit solide, soit équilibré pour mener sa vie, je dirais du mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Et puis à l'employeur qui effectivement, l'employeur il a aussi des enfants, il a des garçons, des filles, en général il se pose aussi ces questions-là. À mon avis, il a aussi tout intérêt à ce que ses employés, et donc dans les compagnies maritimes, qu'il y ait de bonnes conditions qui s'adaptent aussi à l'évolution de la société, à l'évolution des contraintes qu'on est capable ou pas de supporter, en fait. Oui, puisqu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, c'est vrai que c'était l'homme qui partait naviguer, généralement 4, 5, 6 mois, et son épouse qui restait. Voilà. Là, aujourd'hui, même dans mon entourage, j'ai l'exemple de collègues de naviguent avec des enfants. Donc du coup, il y a une réelle parité dans le couple qui s'instaure. Peut-être il faudrait réussir à se poser la bonne question de savoir comment aménager les embarquements pour les armateurs, pour essayer de conserver la question c'est, talents. Vous voulez les conserver, les compagnies veulent conserver leurs talents, les gens formés, compétents. Donc à un moment donné, il faut juste se mettre autour de la table et se poser les bonnes questions. Et adapter le parcours à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on va sur un peu peut-être du sur-mesure, j'en sais rien, mais il y a des solutions en fait. Et c'est intéressant, moi je pense que c'est important de fidéliser aussi toutes ces personnes, peut-être leur offrir à ce moment-là effectivement des possibilités de césure, de revenir à terre, de les garder parce qu'ils vont avoir à apporter une expérience de la vie à bord, la transmettre, et bien sûr ils l'ont déjà fait, mais
s'intégrer dans une équipe à terre, travailler sur des sujets justement d'amélioration pour la compagnie, travailler aussi à prendre le temps de se former, de se spécialiser aussi. Complètement. Pour apporter à la compagnie, mais pour la personne en tant que telle aussi, qui a besoin à un moment donné, si elle a fait 5 ans, 10 ans de navigation, à un moment donné, elle peut aspirer à faire autre chose. Ça se comprend complètement. Donc du coup, c'est bien que la compagnie, effectivement, et je pense que les compagnies le font déjà très bien, c'est de former à ce moment-là ce personnel. Et d'avoir ces temps, à ce moment-là, effectivement, on se pose à terre, mais j'entends aussi qu'il y en a beaucoup qui veulent revenir aussi, oui. Et des femmes en l'occurrence. Complètement. Donc ça, faut aller dans les deux sens. Je veux dire, génial si ceux qui sont à terre, même ceux qui ont une vie de famille, disent « moi j'ai envie aussi de continuer à naviguer parce que c'est ce qui me passionne », là, je dirais, voilà, c'est là, il faut les garder vraiment. Donc le prochain défi, ce serait d'arriver à transformer les mentalités pour pouvoir conserver les talents. Ouais. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on n'arrête pas de chercher des gens pour embarquer, mais il y en a combien qui s'en vont. Voilà. Donc s'ils ne s'en allaient pas, on aurait les effectifs. Probablement. Donc il faut accompagner le changement, il faut changer les mentalités, s'adapter. Et puis c'est le sujet d'attractivité en fait, qui est important. Bah, le message est passé. Voilà. Et c'est pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes, pour les armateurs. La balle est dans votre camp. Très bien. Merci Émeric. Merci beaucoup Marie-Noëlle. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.